IDFM 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, au-delà du miroir ce soir avec Françoise Elliott, E2LIO2T. Françoise Elliott, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis thérapeute. Là, vous me prenez un peu de cours parce que je voulais pas accumuler tous les diplômes que j'avais. Mais allez-y, allez-y. Alors voilà, on y va. Alors j'ai commencé par des études de nutrition, de naturopathie, d'homéopathie ensuite, de spécialisation en aromatologie où j'ai deux beaux ouvrages qui ont été écrits. Puis une spécialisation aussi en fleurs de bac pour les enfants. Je suis très très attachée aux enfants. Et ensuite en médecine chinoise sur le terrain en Chine, ce qui m'a permis d'avoir une globalité, si vous voulez, de connaissances sur l'être humain au niveau du corps physique, mais ensuite, grâce à la sophrologie, d'aller encore plus loin au niveau des différents plans énergétiques et émotionnels. Voilà. Je crois que ça suffit là. C'est déjà pas mal. Ce soir, on va parler d'un livre qui s'appelle Le cordon de lumière, mais aussi de votre travail. Donc, votre travail, on va peut-être pouvoir parler de canalisation ce soir. Vous canalisez, je crois que vous avez eu une amie qui est décédée quand vous étiez jeune et qui a commencé à communiquer avec vous. Oui, en fin de compte, je vous dirai peut-être ultérieurement tout ce que je pense sur les canalisations, comment elles ont émergé, comment elles ont été impulsées en moi au fil des années. C'est quand même un long parcours. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes générations parce qu'il y a beaucoup d'énergie vibratoire qui descendent sur le plan de la Terre. Et donc, il y a plus de réception directe sur les jeunes générations, sur les enfants aussi. Souvent, les enfants, ils ont des canalisations qu'ils ignorent, mais bon, la plupart du temps, c'est annulé par les parents dans les médias, ce qui est bien dommage. Donc, auparavant, je voulais vous faire une brève introduction pour vos éditeurs, en tout cas, sur le climat troublé que nous vivons, où nous allons devoir aller vers ce qui est apaisant, ce qui représente une paix, une grande paix pour nous. Ce n'est pas facile pour les gens. C'est le moment ou jamais de vivre ce qu'on appelle le lâcher prise face aux événements. Savoir qu'en toutes circonstances, on s'appartient à nous-mêmes en tant qu'individu à part entière. C'est le principe même de la légitimité de notre droit à la liberté d'exister tel que nous sommes, sans nous juger, accueillir tout ce qui se passe émotionnellement en nous et aller vers son unité intérieure. Voilà, ça c'est vraiment le souhait du programme de cet ouvrage. Les difficultés actuellement sont sur le chakra de la gorge, qui est le symbole de l'expression de soi, comme vous le savez. Nous vivons une période où ce chakra de communication est mis à mal. Il est durement réprimé. C'est l'emprise sur le plan énergétique qui s'installe. Et je pense que tous les êtres le vivent à travers les masques et compagnie. C'est une période difficile pour tous, dans un certain sens, car nous pénétrons dans une vision abstraite, celle de l'inconnu, qui nous pousse de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à aller vers le connu intérieur. C'est pourquoi cette période est tellement fascinante dans un sens et triste dans un autre, mais au-delà de tout schéma émotionnel, disons que le meilleur, c'est que cela va nous permettre de nous ralentir, de nous écouter intérieurement, de s'aligner pour certains qui sont à l'écoute de l'alignement qui est primordial en ce moment, de s'aligner aux énergies puissantes qui déferlent sur nous, nous donnant accès vers l'accomplissement de nous-mêmes, autant sur le plan physique que moral qu'émotionnel. Oui, nous vivons une pleine lune là, la dernière lune qui était bleue, très puissante en fin de compte. Cette pleine lune, peu de gens en ont parlé, mais en fin de compte, elle était porteuse d'énergie d'amour cosmique d'une rare intensité. Et cet amour cosmique vient balayer les peurs, remonter évidemment le champ émotionnel, mais balayer les peurs, nos croyances, tout ce qui nous incite au superficiel, à l'inutile, tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous ordonne, tout ce qui nous dirige imposé par l'état sociétal. Bon, c'est un temps que je pense d'implosion latente, implosion de grande vérité.
Parce qu'à la fois, vous avez le potentiel de monter en vibration très très élevée et de descendre tout aussi vite dans le concret, dans l'expérience du concret, du quotidien. Et c'est le temps d'émergence, à mon avis, d'une grande libération intérieure. Oui. À cet éveil cosmique qui nous arrive par vagues successives et qui fatigue les gens, bien sûr, parce que c'est d'une telle ampleur. Ça se diffuse dans tous nos corps et dans tous nos plans de conscience, hein, individuellement en plus. Et le plus passionnant, c'est que chaque être humain ressent qu'il se passe quelque chose de différent. Et cette authenticité finalement de différence touche le monde entier. Donc, j'ai demandé quand même quelques conseils à mes guides qui me disaient « prendre du recul ». Il y a des gens qui commencent à s'éveiller, se poser des questions sur qui ils sont, où ils vont. Et puis d'autres, évidemment par masse, qui se sentent démunis, déstabilisés et qui ont besoin de comprendre. Mais le comprendre, ça passe toujours par l'analyse, par l'intellect, basé sur le schéma du savoir. Le comprendre, eh bien évidemment, c'est être formaté dans des schémas de croyances, culturelles, éducatives et bien d'autres choses encore. Mais restons vraiment dans cette vision vibratoire qu'il est souhaité que chacun d'entre nous puisse aller dans la joie, dans la paix intérieure. Voilà. Voilà ma petite introduction, Joël. Oui, alors moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu une canalisation qui a été faite par une autre médium qui disait que en 2021, là on est vraiment en train de... La Terre est en train de changer de vibration et que c'est aussi un peu pour ça qu'on nous oblige à ne pas être plus de 6 à nous réunir puisque tous les humains devraient monter en vibration et que ce qui nous arrive en ce moment c'est peut-être un peu pour nous empêcher de vibrer un peu plus fort. Donc si c'est une canalisation qui a été faite, c'est pas par moi, hein, et je trouve que c'est intéressant de comprendre que peut-être aussi il y a cette vibration de la Terre et qu'il faut se relier à la Terre pour pouvoir accepter de recevoir cette vibration nouvelle. Cette femme conseille qu'on aille en groupe dans des forêts, etc., pour bénéficier de ces vibrations qui essayent d'être un peu annulées par le port du masque et le fait qu'on soit en distanciation sociale. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais rajouter parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça cette nuit sur Messenger et je trouve que ça va tout à fait avec votre émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, par expérience, je peux vous dire que les guides, les maîtres ascensionnés, les archanges, on en reparlera ultérieurement, nous donnent des clés. Nous donnent des clés pour freiner en effet cet appel, ces pulsions énergétiques du cœur d'aller vers l'ascension de la Terre, d'aller ascensionner aussi avec elle. Une chose est sûre, c'est que je ressens quand même qu'il y a un combat qui peut amener les gens vers des profondes détresses. Des détresses où ils n'ont pas justement de soutien, ils n'ont pas de guidance, ils ne savent pas où ils vont, ils ont des enfants à nourrir, parfois ils y perdent leur emploi, parfois on leur interdit de sortir à moins d'une heure de chez eux. On est quand même confronté à des choses qui nous amènent au concret. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le potentiel de l'idée que, en effet, ça nous freine, etc., parce qu'on a appelé à monter très vite, mais on est encore assez loin du chemin ascensionnel, hein, croyez-moi. Il y a beaucoup d'âmes qui sont noyées dans des détresses inouïes et qui parfois ne se rendent pas compte. Voilà, ne se rendent pas compte qu'il suffit d'avoir un appel intérieur pour se restaurer, pour se mettre en joie, pour se mettre dans une paix qui leur est propre, puisque maintenant on a accès à tout cela. Mmh. Alors, je mesurerai un petit peu ces propos. Hein. Je les accueille avec beaucoup de tendresse, mais je mesurerai un petit peu ces propos, parce que pour moi c'est un petit peu trop facile. J'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai la chance d'habiter dans un lieu magnifique où il y a une immense forêt. Et c'est vrai qu'avec mes chiens, je me promène, j'inspire, j'expérience. Je pense que la vibration des arbres est très puissante en ce moment. On peut communiquer avec la nature d'une façon grandiose, ce qu'on n'avait pas auparavant. Vous avez de la chance. Cette femme qui a eu cette canalisation
habite au bord de la mer et elle a vu des dauphins un matin. Ce qui vous concerne, c'est une longue histoire qui remonte à votre enfance. Vous dites que cela n'a rien d'exceptionnel, car vos ancêtres avaient des nombreux dons aussi. Votre mère était médium, votre grand-mère, je pense aussi. Toute ma lignée, mon héritage familial, en effet, a contribué à ce que la médiumnité s'éveille. Mais vous savez, quand on est un enfant, hein, on comprend pas tout à fait cette différence par rapport à vos camarades de jeu, par exemple, qui me traitaient de sorcière. Toute petite, j'étais un petit peu mise de côté. Donc le côté camaraderie avec mes amis de classe ou autres, j'étais pas très bien considérée. Et d'emblée, j'ai commencé à avoir de longues phases d'introspection, puisque au fil des années, j'ai bien été obligée d'accepter cette information, ce rejet un petit peu social. Et puis petit à petit, je communiquais beaucoup. Ça m'a ouvert évidemment mon canal intuitif et je commençais à communiquer avec mon ange gardien, puisque ça a été prioritaire pour moi. Hein. Et au fil des années, donc en pleine maturité, on va dire vers les 19 ans, j'ai décidé de faire des études de recherche sur les grandes civilisations à travers l'histoire de l'art et l'archéologie. Donc en fin de compte, j'ai eu la chance d'aller approfondir ce champ de connaissances et ensuite d'enseigner quelques années à Genève, puisque j'habite du côté français, hein, de la frontière genevoise. Je suis moi-même française. Et donc, étant nommée à Genève, bon, j'ai foncé, j'étais toute jeune, j'étais toute joyeuse et pleine d'impulsion. Il y avait un énorme programme à appliquer et j'avais décidé de faire autrement au niveau de l'enseignement et j'impliquais complètement mes étudiants à vivre déjà l'iconographie de chaque tableau, de chaque œuvre architecturale et tout me paraissait évident, tout leur paraissait évident. Et on avalait comme ça des programmes de fin de diplôme extrêmement lourds. Donc j'étais déjà passionnée et je transmettais cette passion. Et puis, la vie s'écoulant, j'ai eu la chance d'effectuer de nombreux voyages qui m'ont permis d'acquérir des connaissances dans des pays assez éloignés comme les Philippines, comme les États-Unis. Bon, après je suis partie aux Philippines. Là, j'ai pénétré un autre univers, hein, l'univers de leur divinité, l'univers qui m'incitait à vivre avec les gens du peuple. Et de nombreuses synchronicités ont commencé à arriver. Donc, si on regarde ça d'un point de vue, si on se met dans une montgolfière, puis qu'on regarde ça, déjà, toute jeune, la vie se formate, hein, elle se formate, on prend une direction quand même vers laquelle on a passé de nombreuses années d'études, et puis tout d'un coup on dévie vers quelque chose suite à des rencontres, suite à des gens qui m'ont profondément touchée, notamment des guérisseurs à Manu, hein, voilà, aux Philippines. Et avec cela, mon vécu s'est constamment enrichi, en fin de compte, par des rencontres aussi intenses que profondes. Ça a été une évidence progressive. Je me suis dit, je vais quand même étudier la nutrition, je passe aux États-Unis, et puis après je retourne en France, la naturopathie, etc. Et puis il y a eu les maternités, mon retour en France voisine, voisine de la Suisse, où j'ai ouvert mon cabinet de consultation. Vous aviez quel âge? Là, j'avais 29 ans. Ouais, c'est jeune. Ouais. Et puis, tout est arrivé assez vite, finalement. J'ai eu de succès. Et, alors, vous avez commencé à ouvrir un cabinet à Genève. Vous présentiez comme quoi? Comme quelle discipline? Alors, j'étais nutritionniste. Donc, j'ai créé une méthode de nutrition qui s'est appelée Énergie Plus. Et ensuite, j'ai fait des études d'inturopathie d'une manière assez poussée, avec la sophrologie, avec l'homéopathie, parce qu'en Suisse, si vous voulez, vous êtes remboursé. Il faut savoir que vous êtes remboursé à condition que vous fassiez des formations continues. Et à l'époque, dans les années 85-86, ils étaient très exigeants. C'était pas des petits séminaires ici et là qui vous donnaient une petite attestation. C'était vraiment des diplômes dans le concret. Donc, si vous voulez, j'ai été plongée dans cette, on va dire, ce milieu paramédical d'une manière très profonde. Donc concrète, réelle, avec énormément
disons, d'application aussi sur les gens qui venaient me voir. Hein. C'était immédiat. Donc au début, vous étiez nutritionniste et après vous avez changé de casquette? Non, on ne change pas de casquette. On amplifie son champ de connaissances. C'est-à-dire que là, si je puis dire, je crée un concept comme un cocktail d'informations qui m'arrivent. C'est pour ça que dans le livre, j'écris, bon voilà, je pouvais scanner les gens, je pouvais travailler au pouls. Hein, au pouls chinois, je ressens beaucoup de choses. Ça, plus ça, plus ça. On va vite à l'essentiel dans une consultation, c'est sûr. Mais les gens qui viennent vous voir, parce que dans votre livre Le Cordon de Lumière, vous expliquez plusieurs séances que vous avez eues avec des personnes. C'est pas forcément des mots physiques, c'est surtout des mots plutôt du mal-être. Alors, ce livre, pour faire une petite parenthèse, m'a été conseillé de reprendre. Je l'avais commencé en 2000. Et c'est au moment du confinement, donc c'est écrit extrêmement rapidement grâce à une mémoire vibratoire que j'ai toujours. Et on m'a dit maintenant tu dois écrire et très vite parce que voilà, donc je me branchais tous les matins, je prenais rendez-vous avec mes aides de lumière, avec mes guides et je me branchais pour me remémorer des histoires qui pouvaient être envers lesquelles les gens pouvaient se confronter, on va dire, se reconnaître. C'était ça le but. Hein. On n'écrit pas un livre pour soi, on écrit un livre de partage, un livre de communication. Et ce livre, il monte en spirale, en fin de compte, jusqu'à la fin où je donne des conseils de sophrologie, hein, où les gens peuvent s'enregistrer puis vivre même des transformations. Parce que la transformation vers l'appel des guides et leur complicité, c'est effectué en douceur, hein, vous imaginez. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on s'aperçoit qu'on peut devenir une artisane de lumière au service des autres. J'ai attendu mes 40 ans pour réaliser les connaissances et les sacraliser dans la matière. C'est quand même un autre phénomène. D'une part, ces connaissances sont arrivées si on a l'équilibre subtil, un équilibre subtil basé sur l'humilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un franc succès, mais l'humilité ne doit jamais vous quitter. C'est la clé qui ouvre les portes du cœur. Vous comprenez ? Oui. Alors, au niveau des contacts avec les aides de lumière, c'est vrai que j'admire leur patience, leur humour, leur joie, parce que parfois je pigeais pas les choses tout de suite, et c'est à la fin, à rebrousse-poil, que je me disais c'est merveilleux, on a réussi à faire ci, à faire ça. Donc, progressivement, j'ai vécu ce qu'on appelle les encodages énergétiques, des dialogues que l'on peut considérer comme irréels, c'est-à-dire hors réalité. Et c'était ce que je vivais au quotidien. Et c'est à ce titre que le chemin de l'âme, c'est toujours le chemin de l'âme qui l'emporte. Hein. L'âme, elle va nous guider, nous transporter dans d'autres univers, mais si on ancre les informations dans notre propre réalité quotidienne, les messages, ils vont arriver. Hein. Ils vont arriver par une sorte d'apprivoisement qui s'installe progressivement. Et ils arrivaient avec force, et là on ne peut absolument pas y résister. Donc moi j'avais l'avantage et le couvert de trouver le moyen de faire passer ces messages par le biais de la sophrologie. Et ça a toujours été. Même si les consultants semblaient étonnés d'avoir telle et telle information sur eux, par mes connaissances donc sur le corps physique et énergétique, mais sur le plan émotionnel, ils pensaient que c'était ma médiumnité parce qu'ils m'avaient catalogué de médium. Boum, thérapeute, médium, c'est tellement simple. Hein. Mais l'important pour moi était qu'ils puissent avancer avec leur chemin de vie et le trouver avec persévérance et foi. Donc c'est l'éveil de la foi qui a fait que ça m'a poussé à travailler dans des techniques de sophronisation. IDFM 98 de la bande FM, deuxième partie de cette émission, toujours avec Françoise Elliott. Nous parlons du cordon de lumière. Je vous rappelle qu'elle est conférencière, thérapeute et enseignante auprès des professionnels de santé en Suisse et à l'étranger. Oui, vous avez une de vos patientes en tout début du livre qui vous pose la question, mais si c'est le cas, pourquoi ne nous avertissent-ils pas d'un tragique événement? C'est-à-dire qu'elle vous pose la question de savoir qui vous guide. Hein. Il y a beaucoup qui vous demandent finalement qui est derrière tout ça. Pour être rassuré, et elle vous pose la deuxième question, mais si c'est le cas, pourquoi ne vous avertissent-ils pas d'un tragique événement? Pourquoi on n'est pas prévenu quand quelque chose va arriver de mauvais?
Alors, c'est une très bonne question qui m'a souvent été posée. Bon, les guides, qui sont-ils? Eh bien, au départ, ce sont des accompagnants. Vous avez un guide principal qui vous accompagne depuis le trajet de votre vie intra-utérine jusqu'à votre dernier souffle. Et puis, vous avez des guides qui viennent se greffer. Ce sont des énergies pures. Hein. Moi, je les identifie à des êtres de lumière parce qu'ils apparaissent toujours dans un halo de lumière. On ne voit pas forcément leur visage, mais on ressent leurs énergies vibratoires extrêmement puissantes. Et je reviens aux guides. Qui sont-ils? Ce sont des accompagnants, ceux que l'on a choisis. Voilà. Donc, pour les enfants, le petit ange gardien est tellement important parce qu'il se transforme en guide au moment de la maturité, hein, vers les 18-19 ans. Et ce sont eux qui nous aident à la communication intérieure. À savoir que ne pas prévenir, par exemple, cette personne, si mes souvenirs sont bons, s'appelle Amélia. Et elle a eu des événements tragiques dans sa vie, en effet, mais le guide est là, il l'accompagne. Il ne peut pas vous faire vivre l'histoire d'une vie qui a été accueillie avant la naissance. Avant la naissance, vous connaissez vos épreuves, vous connaissez toute votre traversée, tous vos différents chemins, tous les biais par lesquels vous devez passer à droite, à gauche. Et le guide, il est présent dans l'épreuve, à tout moment, mais il ne peut pas vivre la vie à votre place. Si par exemple, il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas ressentir, il y a des risques d'accident, très nets. À ce moment-là, peut-être l'accident va remettre en question cette personne qui va tout d'un coup s'imprégner de « Ah, mais je suis en vie, merci, merci, merci Seigneur ». Et puis voilà, va l'amener peut-être à accueillir la prière, la gratitude, vous comprenez. Mais ils ne peuvent pas vivre la vie à notre place. Seuls, dans mon expérience personnelle, que peut-être je parlerai dans un second ouvrage, je ne sais pas, c'est en voie d'interprétation dans ma tête, lorsque ma mère est partie dans la lumière, et quelques années plus tard, où elle me disait où elle en était, les dimensions très très élevées qu'elle avait, elle m'a laissé entendre dans un rêve, je ne pourrai plus t'atteindre comme auparavant, parce que j'ai vécu 2 années d'écriture automatique avec elle, après son décès, et elle me dit seulement en cas d'accident. Et c'est vrai que lorsque j'ai rêvé d'elle, mon fils le lendemain avait un grave accident. Voilà, un petit peu les événements auxquels j'ai pu faire face, évidemment, comme tout un chacun, mais là, c'était mon guide, dans un sens. Ma mère est devenue un guide, ça c'est sûr, parce qu'elle travaille beaucoup avec moi en cabinet quand j'y étais, elle était constamment là, pour des guérisons, des thérapies, des chirurgies éthériques, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et si vous voulez, si la personne savait à l'avance les événements, elle ne pourrait pas les vivre, et à ce moment-là, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, parce que c'est un moyen de surpasser ces épreuves, c'est un moyen d'aller encore plus dans l'évolution de son âme. L'âme, elle a des chemins à suivre, ça c'est clair. On ne peut pas éviter ces chemins, même s'il y a des dérives incroyables, même si, par exemple, un ado est complètement délinquant et s'il doit vivre la prison, eh ben, il va devoir passer par la case prison pour apprendre à évoluer. Parce qu'au moins dans sa case prison, il aura des moments d'intériorisation, où il va se dire « merde, j'ai déconné ». Ça va pas, il faut que je me remette en place, voilà. Et là, le guide peut l'atteindre. Vous voyez, le guide n'est pas extérieur à nous, il est à l'intérieur de nous, mais il ne peut pas nous éviter de vivre les expériences qu'on doit vivre. Donc, plus vite la personne va surpasser ce champ douloureux, ce champ de dépassement, de ce qui est parfois inacceptable, comme la perte d'un enfant, et bien plus vite le guide va pouvoir la nourrir, cette personne, de tout son potentiel, de tout son amour. D'ailleurs, dans les guidances que je reçois dans l'ouvrage, je note toujours à la fin, nous l'accompagnerons, elle est bénie, grâce à l'amour qu'elle porte, nous pouvons lui permettre de rentrer en contact avec sa maman ou autre. Ce qui est arrivé d'ailleurs à la jeune Amélia. Oui, alors est-ce qu'on peut parler de Sarah, cette amie que vous aviez qui est partie de la mucoviscidose? Est-ce qu'elle fait pas partie de vos guides finalement? Bon, certainement. Certainement parce que c'était une personne d'origine juive. Et j'ai beaucoup d'attaches non pas la religion juive, mais avec ce monde-là. Je les comprends complètement. Ils sont complètement ouverts. D'ailleurs, la traductrice, synchronicité, la traductrice de ce livre, de cet ouvrage en anglais, Le cordon de lumière, The Thread of Light,
c'est traduit par une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui vit en Israël. Elle fait un travail absolument prodigieux. Vraiment, je suis ravie de son anglais, je suis ravie de la fluidité. C'est presque plus substantiel même que le français, où parfois on se doit plus d'explications, vous voyez. Donc, je revenais aux guides. Les guides, qu'est-ce qu'ils font dans leur chemin de vie à nous aider, ils sont en mission. Ils nous impulsent des informations sur le chemin de l'âme. Bon, si l'âme est ouverte dans l'écoute intérieure, il y a le canal intuitif qui s'ouvre. Et à ce moment-là, cela se sacralise dans la matière. C'est très très important que tout ce qu'on entreprend sur un plan spirituel, tout ce qu'on entrevoit, quels que soient les plans de conscience sur lesquels on navigue, de sacraliser notre matière, que ça peut être la communication avec les animaux, que ça peut être des objets que nous avons achetés, ça peut être un lieu, notre lieu d'habitation, même un tout petit appartement, on peut le bénir, on peut le sacraliser. Et à ce moment-là, c'est un cocon de régénération. Les gens vont pouvoir se revitaliser, quelles que soient les circonstances. Alors évidemment, on peut le faire avec des cristaux, il y a des tas de phénomènes en géobiologie, c'est super. Mais je pense qu'actuellement, le temps vibratoire est tellement mis à notre disposition au niveau de haute vibration qu'on peut le faire dans l'instantané. Donc on en revient à Mélia, si elle a fait une demande simple et sincère, eh ben les guides, ils attendent toujours nos demandes. Parce qu'ils ont tout ce qui est fait dans l'ego, fait dans le mental, tout cela n'agira jamais. C'est dès l'instant où il y a dissolution de notre ego, c'est l'unique chemin pour atteindre les messages et pour atteindre la paix intérieure. On peut faire le travail il y a un pont entre le monde du visible et de l'invisible. De toute façon, les guides, ils sont très présents et nous diffusent leur amour avec tellement de tendresse, de générosité, de surpuissance en permanence. Eux, ils nous aiment tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités. Ils jugent pas. Et l'intuition qui va vibrer du plan du cœur, au niveau du cœur, elle sera totale, elle sera dans la plénitude, et surtout pas dans le mental, je le répète. Okay. Et les portes à ce moment-là vont s'ouvrir très subtilement, c'est pas quelque chose qui se travaille en 5 minutes, ça va être très subtil. On va peut-être parler de cette association que vous avez créée en Inde. Si vous voulez, on peut parler de l'association qui, en fin de compte, c'est un moyen de fermer la boucle, parce que quand j'étais en train d'écrire sur les dernières techniques de sophrologie qui me venaient de manière guidée, inspirée, on va dire, j'avais mis sur mon ordinateur final, fin. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu à l'intérieur de moi un immense éclat de rire. Et puis on m'a dit, mais non, pas du tout, c'est pas fini, t'as encore à bosser. Bon, ça fait 5 mois que j'étais en rendez-vous avec mes guides, avec moi-même, avec ma mémoire intuitive, qui est ma mémoire vibratoire. Oh mince, alors j'ai pas fini. Et puis, me voilà en train d'écrire Les miracles continuent. D'où l'importance d'avoir sollicité ce petit dialogue avec comment on peut faire en effet des miracles, comment on peut braver des destinées, voilà. Donc j'explique mon voyage en Inde, comment ça s'est passé, ces enfants que j'ai trouvés, ces enfants des rues dans des états absolument plus que démunis, ils n'avaient rien, mais un regard d'amour, j'ai puisé l'amour dans leur petit regard. Et à la suite de ça, c'est déclenché tout ce qui a été écrit dans le livre que j'estime être miraculeux. Encore maintenant, c'est miraculeux parce que les enfants ont pu rentrer à l'école. Cette école on a pratiquement 680. Ils ne payent pas un centime. Donc ils sont sponsorisés à petit prix. J'insiste sur le fait petit prix, c'est même pas le prix d'une pizza par mois. Donc petit prix. Et avec ça, on a fait des miracles. On a pu construire des bâtiments. On a pu, ça c'est dédié aux enfants dans leur fourniture scolaire, dans leurs petits uniformes. Voilà. Tout ce qui est bâtiment, ce sont des opportunités de gens que j'ai traités, qui avaient certains moyens, qui ont pensé à moi, et qui ont dit voilà pour votre association. Donc c'est une association que j'ai créée à Genève parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas comme le système français. Bon, j'avais créé en France aussi en tandem, je m'en suis vite éloignée et puis j'ai gardé l'association suisse qui est beaucoup plus directe où tous les paiements sont faits sur un compte bancaire, de ce compte bancaire ça va directement au compte bancaire de l'école.
voilà, qui est maintenant une medium high school, qui est très très connue, très réputée, parce que, si vous voulez, j'ai l'intuition que tout ce qui se travaille dans le sacré prend une amplitude incroyable, incroyable. À l'époque où j'y étais, j'aurais jamais imaginé que ça prenne une telle ampleur, avec des résultats aux examens qui sont difficiles, à 98% de réussite, avec des awards, des récompenses pour les profs, etc., etc. Donc ça s'appelle Éco-Amo, entre cœurs, c'est ça? Voilà, entre cœurs, parrainage enfant. Et là, les gens peuvent avoir tout un petit résumé de différentes années, de ce qui se passe dans l'école et comment ces enfants sont partis de rien. Hein. Et puis, ils adorent étudier, ils adorent apprendre, ils acquièrent une connaissance qui les sauve complètement, parce que là, on leur redonne leur dignité d'être. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous connaissez les bhajans, ou c'est... Le jeudi aujourd'hui, c'est un jour de bhajan. Alors les bhajans, ce sont des mantras, des chants sacrés. Et ces chants sacrés, les enfants prient pour leurs sponsors, donc leurs paramarraines, prient pour l'univers, prient pour la terre, prient pour leur divinité, parce qu'en Inde, il y a une complexité de divinités, mais elles sont toutes aussi fabuleuses les unes que les autres. Donc, si vous voulez, il y a une force de foi qui fait que l'école continue à se maintenir. Là, dernièrement, j'ai fait appel à des dons sociaux parce qu'il y avait des états d'urgence, les gens n'avaient plus rien à manger, un confinement absurde. Les petits vendeurs sur le marché, les femmes qui créent des petites guirlandes ou qui vendent des petits bijoux, vous savez, avec des tas de couleurs dedans, plus rien à manger. Alors on s'est rassemblés, on a fait une petite chaîne d'appels en urgence, et puis on a rempli une salle de classe de quintaux et de quintaux de riz, de dalles, d'épices, avec parfois des possibilités au marché noir, hein, que les paysans qui arrivaient à avoir des légumes, ils les amenaient à l'école. Et tous les bénévoles sur place là-bas, dont les mamans, les papas, tout le monde arrivait le soir après le couvre-feu pour remplir des sacs et puis aller les distribuer un peu à nos risques et périls dans la nuit. Mais c'est le seul moyen de ne pas faire mourir les gens de faim. Alors je reviens au message de guide si important, c'est que sans la foi, on ne peut rien obtenir. Et actuellement, on est dans une période où on a vraiment, vraiment besoin de s'occuper de soi-même, hein, d'apprendre à s'aimer. Je vais faire une anecdote, et je parle beaucoup, pardonnez-moi Joël, sur le climat. Certaines périodes, j'avais beaucoup de gens très très aisés qui venaient vers moi et c'était pas toujours si facile pour moi de faire mon travail intérieur. Mais bon, et un jour, une d'entre elles qui habite Boston part aller vers vient faire une consultation, une dernière consultation et puis nerveusement elle me dit bref, j'en ai marre. Bon, Françoise, quelle est la clé du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Bon, d'emblée dans ma voix, j'ai entendu: passe demain avec ton chauffeur, tu auras la réponse dans la boîte à lait. La boîte à lait, c'est la petite boîte où on met la publicité, sous les boîtes aux lettres. Tu auras la réponse dans la boîte. D'accord. Elle me regarde, impressionnée, et j'ai su qu'elle avait pris le bout de papier, hein, parce que moi, après, je demande à mon guide, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, là, je ne comprends plus rien, moi. On va au-delà de la philosophie. Qu'est-ce que le bonheur? Et le message qui a été écrit était le suivant. Lorsque vous avez passé le voile de lumière, que vous êtes de l'autre côté, on vous demandera trois choses importantes. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'humanité? C'était signé le bonheur. Alors j'en reviens beaucoup au fait de réaliser l'estime de soi, apprendre à s'aimer, apprendre à reconnaître ses valeurs. Même si on a des qualités, des défauts, sachez que les guides et vos guides, hein, vos êtres de lumière ne jugent jamais, jamais, jamais. Ce qu'ils demandent, c'est se respecter. Respecter le choix d'autrui. Personne n'a le droit de juger personne. On peut les conseiller, bon, certaines fois, quand ils sont en danger devant des champs de manipulation, et je parle aussi dans mon livre du narcissique pervers ou des événements, mais on ne peut pas éviter un destin. Donc la personne a le choix de vivre ce qu'elle a à vivre. Et j'en reviens à ce faire intérieur,
c'est d'accueillir, on a tous les accès actuellement aux grandes vérités du cœur, et donc à tous les possibles. C'est pour ça que si les gens se sentent perdus à l'heure actuelle, il n'en est rien. Hein. L'appel, il se fait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? Bon, prenez le silence en eux, ça c'est sûr. Se poser des questions, c'est indispensable. Et en douceur, le guide, il va vous répondre. Et il est souhaité d'arrêter de faire tourner le disque dur du mental, hein, parce que les Chinois, qu'est-ce qu'ils disent au niveau du mental? Dans la symbolique pure, ils disent le mental métallise le corps physique. C'est la période du métal, on est en pleine période du métal, poumon, gros intestin. Donc les douleurs arrivent, les peurs, le mal-être aussi, puis on n'en finit plus. Donc être à l'écoute de son corps est primordial. Se centrer sur soi et écouter les besoins de son corps. On allège le poids des pensées pour aller de l'avant sans trop se poser de questions. Et on reste fondamentalement avec une belle énergie dans la positivité, le courage et la volonté d'entreprendre. Quoi qu'il advienne, savoir qu'il y a de toute façon une harmonie qui s'installe en chacun d'entre nous. Mais pour l'obtenir, c'est un travail quotidien. C'est pour ça que écouter les autres, plaindre à droite, à gauche, oh d'accord, il n'y a pas de souci, on les écoute avec compassion et leur envoyer beaucoup de lumière. La lumière qui vient du cœur, pas la lumière qui vient du mental. La lumière qui vient du cœur pour que ces personnes puissent comprendre et monter en fréquence. C'est tout le travail qu'on nous demande de faire, c'est tout simple. Et là, un jour, ils vont devoir aller et être confrontés à leur propre miroir. Et puis se dire, bon, alors maintenant je reçois, c'est vrai, là, Madame Elliott m'avait dit, voilà, tu fermes tes yeux, tu rentres à l'intérieur de ton cœur et tu visualises dans ta grotte de cristal une petite étoile, toute simple. Mais une étoile qui commence à scintiller, à briller de plus en plus. Elle brille tellement fort qu'elle va pénétrer et se diffuser vibratoirement dans toute ta grotte de cristal. Puis elle va jaillir hors de ton cœur, de ton chakra du cœur, pour imprégner, imbiber tous les autres corps subtils. Tous les corps que certains ne connaissent pas, mais qui sont bien vivants en ce moment. Elle va décristalliser bien des peurs, bien des soucis. Et ce travail sur l'étoile intérieure, l'étoile de lumière qui s'appelle pur amour, c'est ce qu'il nous demande de faire. On peut même prendre cette force et l'injecter par la télépathie à ceux qu'on aime, qui habitent loin. Moi, j'ai une petite fille qui habite loin. Voilà. Et je peux la scanner, puis lui dire, mamie te parle, voilà. Et je lui transmets le rayonnement de mon étoile intérieure. Et je sais que cette petite fille, elle est que joyeuse, elle n'est que dans la joie, que dans l'épanouissement d'elle-même, même si je ne la vois pas. Alors parfois, évidemment, on a l'avantage avec Internet, avec les FaceTime, avec les Zooms, certes, mais le plus important, c'est d'agir par la télépathie du cœur. C'est la plus grande force à l'heure actuelle. Donc, je compare ça à une magie. Une magie. Gratitude, 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 ça, c'est notre mantra actuel. Voilà, apprendre à surfer sur les vagues aussi. Parce que, vous voyez, dans le principe du chamanisme, l'aigle est celui qui sait rester paisible au cœur de la tempête. Lui, il n'a pas peur, il fait confiance à sa vision du monde. Et l'aigle, c'est le symbole de la sagesse. Alors, devenez l'aigle. En surfant sur les vagues, vous restez centré dans l'intelligence du cœur. Vous découvrez petit à petit votre beauté intérieure. Vous commencez à vous respecter, à la respecter. Vous l'admirez. Wow, moi, j'étais capable de faire ça, de faire ça. Et puis, vous allez être émerveillé parce que votre environnement vibratoire, que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjoint, votre partenaire de vie, votre job, tout va s'en imprégner. Au sujet des enfants, je fais une petite parenthèse. Beaucoup de rescues en fleurs de bac. Les enfants sont extrêmement sensibles aux vibrations que nous recevons, mais surtout à ce qu'ils entendent au niveau parental. Vous voyez, les inquiétudes parentales, les chagrins, les soucis, etc. Ils entendent des choses et ils les portent malheureusement. Donc, vraiment, allez les libérer et demander aux mamans de faire un jeu avec les masques. Et on fait des jeux de rôle. On va aller au théâtre. On va jouer la mascarade de ci, de ça. On va chanter. Vous voyez, l'enfant a besoin de vivre dans la joie. Tout le temps, tout le temps. Et il est choqué quand il voit l'adulte se comporter comme il se comporte. Avec violence parfois, avec cruauté dans les mots. Lui, il comprend pas. C'est impossible. D'où l'importance d'aller dans les jeux de rôle avec les enfants.
de leur donner du rescue. Donc ça, c'est le rescue des fleurs de Bach, du docteur Bach, que j'utilise énormément. Et puis, quand ils sont vraiment trop fatigués, ben, je conseille parfois des petits fortifiants. Des petits fortifiants parce qu'ils sont à l'école, ils ont des choses à apprendre, ils sont submergés par le sens du devoir faire ci, devoir faire ça, et puis ils rentrent à la maison, ils sont crevés. On les revitalise. Puis aussi des vermifuges, on oublie de vermifuger les enfants, ce qui est absolument aberrant. Parce que là, ils vont devenir hyperactifs, ils vont prendre des positions de nervosisme accru, ils vont commencer à se battre avec leurs petits camarades, etc. Tout ça, ça vient des vers. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit chat ou un petit chien dans la maison, bien chez leurs voisins et autres. Donc, en finale, on est amour et vérité. Troisième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, toujours avec Françoise Elliott, le cordon de lumière. Vous dites à un moment, un de vos guides vous dit que tu n'as pas suivi mes conseils, tu t'es laissé aspirer ton énergie vitale. On peut t'aider jusqu'à un certain point, mais tu dois prendre conscience que certaines personnes se nourrissent de toi. L'enseignement est à prendre très au sérieux, sinon ton corps physique va en pâtir. Comment ne pas se laisser aspirer, vampiriser et fatiguer? Comment faire pour rester en forme? Voilà. Alors, en somme, je prenais l'exemple de l'infirmière. L'infirmière qui est de nuit, alors c'est le pire, qui sont toutes fortement déminéralisées, qui doivent continuer à travailler, avoir des changements d'horaire et aussi sur un plan vibratoire des hauts et des bas. Donc elles sont mues par une passion, donc une vocation, ce qui fait tenir. De mon côté, moi, j'ai toujours abordé le cabinet avec l'insouciance d'un enfant. Vous voyez, vous pouvez avoir un maximum de connaissances, mais le plus important, c'est de garder votre insouciance d'enfant et justement de ne laisser apparaître que l'essentiel, de cette synthèse du savoir pour être à la disposition, au service des autres. Et donc, étant confrontée à quelqu'un de nauséabond, de nocif, qui me manipulait, j'essayais avec ma volonté, et en fin de compte, c'est là où c'est plus de la volonté, c'était un pouvoir en moi de m'affirmer envers un mieux-être chez cette personne. Et c'est là où je me suis fait vider. Parce que j'ai laissé l'autre personne m'inspirer, comme s'il y avait un aspirateur, m'inspirer tout mon potentiel, et puis elle est repartie toute contente, toute heureuse, machin, bidule, je me souviens même plus si elle avait payé sa consultation pour vous dire. Et puis moi, j'étais en loc. Alors là, j'ai réagi. Là, je me suis dit, ma fille, tu vas plus te faire avoir. Le plus important, c'est se ressourcer, se recharger. Et j'ai commencé à avoir vraiment la protection de Saint-Michel à un moment donné. Voyez, j'ai demandé Saint-Michel à partir de cette période-là, pratiquement tous les jours. Saint-Michel Archange, je précise. Oui, mais ça veut dire qu'il faut pas se laisser... on a tendance à pas dire non et à en faire beaucoup plus que ce qu'on devrait. Alors, le non, c'est un acte sacré. C'est un respect de soi. C'est pas s'impliquer dans l'histoire de l'autre, mais de sentir immédiatement et intuitivement que quoi qu'on fasse, cette personne, elle retournera dans son mental, son disque dur, dans la victimisation, la plainte, gna. Oui, mais vous savez, moi j'aimerais voir ci, j'aimerais voir ça, j'ai pas bien compris ci, j'ai pas... Voilà, stop. Elle doit traverser ses épreuves. On ne peut pas lui éviter de traverser ces bouts de mal-être qu'elle attire d'ailleurs, parce qu'elle a le pouvoir de l'attraction. Donc elle attire des épreuves à elle pour ensuite apprendre à surpasser tout cela. Vous comprenez? Et ça, c'est très très important. On a le droit de dire non pour se respecter soi-même et ressentir que la personne... Bon, dans ma vie, j'ai eu une personne que je sentais maléfique, qui est arrivée, et on m'a interdit de toucher sa main et de lui prendre l'époux, sur la main droite. Je travaillais avec l'époux chinois pour commencer à pénétrer dans tout ce que son cœur pouvait me donner, son corps pouvait me donner comme information. On m'a interdit, mais une stricte. Éloigne-toi de cette personne, mets-le à la porte. Voilà, j'ai entendu ça, mais avec une force. J'étais embêtée. Bon, c'est un monsieur qui était là, qui arrivait du Valais. Il avait des yeux d'un gris acier, assez froid, glacial. Je me suis dit non, le bleu. Alors ça, là, on a affaire à de ce qu'on appelle des forces sataniques. Ça se vit aussi dans un cabinet parfois. Ou bien des gens qui sont en prise aux entités.
c'est possible. Donc on les conseille, on conseille vers des thérapeutes spécialisés pour nettoyer les entités. Bon, on en voit le monde humain est quelque chose de tellement vaste, aussi vaste que ce qui se passe dans la multiplicité des univers. Voilà. Et c'est passionnant. Françoise Elliott, le livre Le Cordon de Lumière est publié au Flambeau, c'est une auto-édition. Dans le Flambeau, c'est un éditeur. Alors le Flambeau, c'est en fin de compte une collection que je commence, ça s'appelle Le Flambeau. Hein. C'est pas un éditeur. J'ai été édité par de gros éditeurs auparavant. Sur les 38 huiles essentielles pour le cœur, le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Et puis j'ai décidé que tout ce que j'avais entrepris, qui m'en donné des années de travail, j'étais pas suffisamment récompensée. D'accord. Voilà. Et là, l'auto-édition signifie que 50% part à l'association en Inde, ça c'est clair. Alors l'association, je vais vous donner le nom, mais vous la retrouverez dans le descriptif. Dans l'ouvrage. Et puis dans l'ouvrage et dans le descriptif de ma vidéo YouTube. Alors, c'est l'association, si vous avez de quoi écrire, ça s'appelle https://. Après, vous écrivez ECO, ECO, hameau comme un hameau, point entre, du 6, cœur au pluriel, point org, parrainage enfant. C'est parrainage avec un tiret entre parrainage au singulier et enfant au pluriel. Donc, est-ce que vous faites des consultations par téléphone ou il faut se déplacer chez vous? Non, personne ne se déplace, je les ferai par téléphone. Mais vous en faites? Je les ferai par téléphone, alors avec une demande email au départ, et puis ensuite, selon les événements, je les ferai par téléphone. Ah oui, parce qu'en ce moment, vous êtes confinés comme nous? Absolument. D'accord, oui. Sinon, je me serais déplacée à Paris, j'aurais pu vous dire bonjour, mais ça n'est que partie remise. D'accord, sinon vous faites aussi des consultations chez vous. Vous êtes toujours à Genève, vous traversez toujours... Non, moi je suis retraitée maintenant, donc je suis retirée dans ma maison, et c'est là où je fais mes écrits, je m'occupe de mon jardin, je vis ma vie, tout en douceur, dans ce qu'on me demande de faire. Voilà, je suis surtout beaucoup reliée. Et c'est ce que j'estime être le plus important, quoi qu'il arrive. Alors, votre livre commence quand même avec la traversée d'un pont à Genève par une tempête. Pour ceux qui, comme moi, ont le vertige, c'est assez éprouvant. C'était un beau début de livre, je trouvais. Hein. Alors, c'est un moyen de parler de moi. C'est un moyen quand on lit un livre, on a besoin un petit peu de sonder l'auteur, d'où il vient, qui il est, etc. Et puis, en fin de compte, mon côté aventurière, parce que j'ai un côté aventurière qui est assez costaud, eh bien voilà, je me suis dit, j'ai eu l'intuition de commencer le livre comme ça, dans cet événement où finalement, qui était très risqué, c'était extrêmement risqué. Mais j'y suis arrivée. Oui, c'est déjà risqué de monter sur un pont, ça m'est arrivé en pleine tempête. On a l'impression que la voiture, elle va s'envoler, donc à pied, j'imagine ce que c'est. À pied, vous avez plus vous avez aucun moyen de vous raccrocher nulle part. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Pour terminer l'émission, je sollicite les gens, quoi qu'il arrive, à savourer la vie, hein, à s'occuper d'eux-mêmes, à être l'observateur de leur propre comportement et de tout faire pour remonter leur fréquence, de tout faire pour être dans la joie, pour mettre de la belle musique, pour faire rire leurs enfants, pour faire rire leur entourage. Voyez, de changer la vibration. Maintenant, il est indispensable d'aller changer vibratoirement. Parce que ce qui se passe va les alourdir. Et la loi de l'attraction fait que des malheurs vont arriver. Que là, s'ils changent leur vibration, s'ils vont vraiment vers remuer à l'intérieur cette discipline de force de foi, il va se passer beaucoup de belles choses. En 2021. C'est un peu ce que je vous disais en début d'émission. Cette femme disait aussi qu'il y avait 3 choses qu'il fallait plus faire. Je me souviens des 2 premières, je ne me rappelle pas de la 3e. La première, c'est d'arrêter à vivre dans le passé, c'était mieux avant. La deuxième, d'arrêter de râler contre les politiques, etc. C'est-à-dire on leur donne du pouvoir. Voilà, ça leur donne du pouvoir. Et la 3e, je l'ai oubliée, mais bon,
je sais plus quelle était la D'être phrase. dans la compassion. Voilà, D'être dans le discernement et la compassion, c'est-à-dire pas juger les gens, parce que on ne connaît pas toutes les épreuves que certaines personnes ont traversées pour arriver là où ils sont et accueillir ce qui est pour eux. Parce que je me suis aperçue que les gens qui finalement se plaignaient toujours, n'avaient pas grand-chose, qui appelaient au secours, à la solidarité parce qu'ils sentaient victimes de ci, victimes de ça, ce sont des gens qui ont attiré ce genre de vie vers eux. Ils peuvent tout à fait transmuter, on peut tout transmuter et transformer. Et je vous prie croire, moi j'ai commencé ma vie avec pas grand-chose, et toute ma vie j'ai eu cette chance d'avoir le pouvoir de sacralisation dans la matière. Donc je vis dans un univers qui me ressemble, hein, qui est magnifique parce que c'est moi. Donc tout le monde a ce pouvoir-là, tout le monde, et encore plus maintenant qu'auparavant. Et si les gens veulent repartir sur le passé, malheureusement, ils vont vers un écueil, un constat d'échec, non seulement de leur vie, mais aussi de leur santé. Parce que la faiblesse vibratoire, les basses fréquences, ça tire le virus, c'est clair. Il n'est pas là pour rien, ce virus. Au-delà de ce que ont organisé les politiciens et toute la mascarade d'événements mondiaux, on est vraiment confronté maintenant à un choix de monter sa vibration, d'aller accueillir la joie, de téléphoner à ses amis, de partager les bonnes choses, de les écouter, surtout d'être joyeux avec les enfants, joyeux. Les enfants ont besoin de joie plus que jamais. Voilà. Je vous remercie Françoise Elliott, je rappelle le titre du livre, Le cordon de lumière, publié au Flambeau. Il y a des très belles roses sur Alors les roses de mon jardin. Oui, c'est des roses. Et le coucher de soleil de la maison. J'ai la chance d'avoir des couchers de soleil phénoménaux. Merci beaucoup Françoise Elliott, merci. Merci à vous tous. IDFM 98 de la bande FM, Au-delà du miroir, chaque lundi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.